Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, qu'est-ce qui se passait il y a 30 ans, le 20 septembre exactement en 1992, le traité de Maastricht était adopté. Ce traité si lourd de conséquences semblait alors faire consensus entre les gouvernements, les diplomates, les technocrates des 12 États membres de l'époque. Il y a quand même eu quelques grandes figures qui ont osé s'opposer au traité. Philippe Séguin, Charles Pasqua au RPR, Jean-Pierre Chevènement au PS, Philippe de Villiers, il faut le dire aussi. Tiens, je vous propose qu'on écoute un extrait de Philippe Séguin, le discours à l'Assemblée du 5 février 1992. Cessons donc de tricher, de dissimuler, de jouer sur les mots, de multiplier les sophismes. L'alternative est claire, nous devons choisir de conserver notre souveraineté ou d'y renoncer. Il est temps de nous demander comment nous en sommes arrivés à considérer cette question incongrue il y a quelques mois encore comme presque banale. Comment nous en sommes arrivés à considérer la rupture de notre pacte social, sinon comme normale, du moins comme nécessaire. Et puis, alors comment nous y sommes arrivés, Philippe Séguin, à rendre ce discours presque banal? Tout simplement parce qu'il y a eu un matraquage médiatique, un matraquage politique, et notamment celui de François Mitterrand. Écoutez son discours officiel du 20 septembre. Mes chers compatriotes, nous venons de vivre, en ce dimanche 20 septembre, l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays. Car la France, non seulement assure son avenir, renforce sa sécurité et consolide la paix dans une région du monde si cruellement déchirée par la guerre, mais elle démontre aussi et surtout qu'elle est encore et toujours capable d'inspirer l'Europe en mesure désormais d'égaler les plus grandes puissances de la Terre. Imaginez maintenant la joie des pays de la communauté, nos amis les plus proches, qui attendaient de nous le signe dont ils avaient besoin. Je suis heureux, mes chers compatriotes, que vous ayez choisi la jeunesse, le renouveau, la sauvegarde du présent qui exige de vous tant d'efforts et les chances, toutes les chances des lendemains. Vive la République, vive la France. Ouais, on entend là François Mitterrand victorieux qui pérore, mais faut-il rappeler à François Mitterrand de cette époque que le oui finalement n'avait été adopté que de justesse, avec 51% seulement. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que s'est-il passé depuis? Que s'est-il passé pour la France? Et même, autre question, que s'est-il passé pour ces défenseurs du non? Où sont-ils aujourd'hui, ces non au Maastricht d'aujourd'hui? Où sont-ils allés? Ont-ils été, eux aussi, comme la France, dilués dans le juridisme technocratique de l'Europe? C'est également une question que j'aimerais poser à mes trois invités. Nous sommes aujourd'hui avec Didier Misto, bonjour. Bonjour à tous. Les auditeurs vous connaissent bien, Didier, vous êtes journaliste indépendant, co-animateur également de la Ligne Droite le mardi et peut-être que les auditeurs ne le savent pas tous, tout le monde ne connaît pas votre histoire par cœur. Vous avez fait campagne pour le non derrière Philippe Séguin à l'époque, vous allez nous raconter tout ça. Nous sommes également avec Philippe Murer, bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Vous êtes ingénieur, diplômé de l'École nationale supérieure d'information de mathématiques appliquées de Grenoble. Vous êtes auteur en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la Fondation Res Publica sur les scénarios de sortie de l'euro. Et puis de ce livre, Sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors je préviens nos auditeurs que ce livre est en rupture de stock, victime de son succès. On peut malgré tout le commander sur Internet ou on peut encore le commander au Cercle Aristote qui est celui qui a encore une dizaine d'exemplaires que je vais donner, les miens. Mes exemplaires presse qui me restaient et on va le retirer. D'accord, donc commandez-le au Cercle Aristote. Voilà, vous connaissez le Cercle Aristote, chers auditeurs. Et puis je me tourne vers Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour Clémence Souliakova, bonjour à tous. Vous êtes président du mouvement Génération Frexit, auteur des illusions économiques de l'Union européenne aux éditions Fauve. Alors je vais commencer par donner la parole à Didier Misto qui a fait campagne à ce moment-là. Je voudrais qu'on revienne un petit peu dans l'histoire de ce référendum et on a entendu quelques extraits très courts, évidemment, trop courts. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu dans le contexte et nous expliquer comment ce oui a pu passer déjà, alors que peut-être que finalement une majorité de Français était plutôt contre à l'origine?
Oui, alors le contexte, il faut rappeler qu'on était dans la première guerre du Golfe, qui avait déjà pas mal de complications au niveau intérieur, avec Édith Cresson au gouvernement, et on était encore dans François Mitterrand, cette idée qu'il fallait faire l'Europe, en tout cas une partie de la classe politique le pensait, parce que il fallait penser les plaies de la guerre et l'élément central, l'argument le plus souvent répété et martelé, c'était que plus jamais de guerre. Regardez, d'ailleurs, vous avez passé cet extrait, Mitterrand disant on a tant souffert, maintenant c'est la jeunesse de France va se lever et on va aller vers la prospérité, les lendemains qui chantent, etc. Donc, c'était ça le contexte. Et donc, c'était déjà présenté à l'époque avec des gens qui croient en l'avenir, donc progressistes, pleins d'espoir, novateurs, modernes, face à des gens rétrécis, rabougris. Le nationalisme, c'est la guerre, on entendait toutes sortes de choses. Et puis, effectivement, là on ne parle que du contexte, le contexte médiatique, aussi bien les chaînes de télé, les radios que la presse écrite, parce que la presse écrite avait à l'époque encore beaucoup d'influence, aujourd'hui elle n'existe pratiquement plus. Tout le monde faisait campagne pour le oui en ringardisant. Il fallait voir les termes qui étaient employés, j'en ai employé quelques-uns, ringardisant ceux qui défendaient le nom, qui étaient finalement presque des fascistes. C'est la première fois, Didier Ministre, vous pensez dans l'histoire des médias qu'on a senti cette cristallisation, cette stigmatisation d'une partie qui était finalement la moitié des Français, donc d'un camp politique. C'est la première fois qu'on ressentait ça médiatiquement. Non, la première fois, je dirais pas ça. Vous savez, les médias, ça a toujours été finalement un peu des outils de propagande. Depuis que les médias existent, les médias ne sont que la courroie de transmission des puissants, que ceux-ci soient des politiciens ou des industriels. Aujourd'hui, on dit des oligarques, mais finalement, on voit que ce progressisme qui veut éteindre les nations, parce que c'est présenté à dessein, j'utilise le mot progressisme, trouve toujours des alliances avec une espèce de capitalisme de connivence. Aujourd'hui, on parle de néolibéralisme, mais ces forces étaient déjà à l'œuvre à l'époque. Et je renvoie tout le monde, d'ailleurs, par exemple, à cet excellent film de Verneuil, Le Président, avec Jean Gabin, un rôle magnifique, président du Conseil, où on est en plein dans le sujet et où on voit déjà cette Europe de l'acier, du charbon et des banques se composer sous nos yeux. Donc on était tout à fait dans ce contexte et aujourd'hui, 30 ans après, on va y revenir, on voit que toutes les promesses qui ont été faites, la paix, la stabilité, la prospérité, le progrès, l'industrie, l'énergie, l'indépendance, tout cela, la monnaie forte, tout cela est battu en brèche. Juste sur la monnaie, quand on est passé du franc à l'euro, dans la journée, j'étais à l'époque dans une grande entreprise, on avait fait une énorme étude sur, comment dire, le panier de la ménagère sur 5000 personnes. Il y avait 30% de pouvoir d'achat qui ont été supprimés, comme qui rigole, d'un jour à l'autre. 30%. Alors bien sûr, Philippe Murer ne me démentira pas, la France est spécialiste des normes et quand ça ne va pas, on change les normes. Donc ils avaient choisi des indicateurs, les chaînes IFI, les mocassins à gland, etc. Évidemment, ce que les Français achètent tous les jours. On disait non, les prix sont stables. Les prix sont stables. Il suffit de faire ses courses aujourd'hui pour se rendre compte par quelle supercherie nous avons été trompés. Alors, on va rebondir, et puisque vous tendez la main à Philippe Murer, je voudrais juste qu'on fasse ce lien entre, on parle de capitalisme, de marché, entre la volonté cette présentation du politique forcément rabougri, ce nationalisme dangereux en sortant des guerres, etc. Et donc cette volonté d'aller vers une soi-disant technocratie neutre et alliée à la puissance du marché. Philippe Murer, finalement, c'est ça qui est aujourd'hui l'Europe et qui peut-être perd aussi la France. C'était ça le projet, parce que le contexte, c'était qu'on n'arrivait pas à faire l'Europe politique, une union politique. C'est normal parce que, comme disait De Gaulle, c'est difficile de faire une omelette avec des œufs durs. Des nations constituées en termes politiques qui ont une
une vision propre, des peuples qui ont une vision propre. Donc on est passé par l'économie et par le marché pour contourner tout à fait cela. Et d'ailleurs, ce que disait Mitterrand, c'était la France est notre présent, mais l'Europe est notre avenir. On abandonne la France, en fait, d'une certaine manière. Et Seguin avait quelque chose de très fort. Il disait ce projet, dans son fameux discours, ce projet enterre le concept de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. C'est pas rien, et pourtant c'est extrêmement juste parce que l'Union européenne, en prenant la main sur la monnaie, en prenant la main partiellement sur le budget avec les règles des 3%, en fait devenait maître, devenait souverain, et la France était vassalisée, devenait vassale. Parce qu'on est soit souverain et maître chez soi, soit on est vassal, il y a pas deux choix différents. Donc c'est un tremblement de terre politique dont il s'agit, et vous avez tout à fait raison de signaler que c'est le bâillon vraiment de la pensée unique qui a permis de faire passer ce projet. Alors il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que comment s'est fait le choix de Maastricht, et donc de passer à la monnaie unique, à l'euro. Mitterrand en fait voulait prendre la puissance allemande, avait peur de la puissance allemande après la réunification. Et de façon complètement enfantine, il a voulu prendre la puissance du mark et la partager entre tous les pays d'Europe. Alors ce qui comptait, c'est pas la force d'une monnaie, est-ce qu'elle est chère ou pas chère. Ce qui comptait, c'était le sous-jacent, la force de l'industrie allemande, bien sûr, qui elle-même donnait la force au mark. Donc on voit que les décisions parfois sont prises de façon très simpliste et très légère. Oui, après peut-être que François Mitterrand avait aussi d'autres influences, celle de Jean Monnet notamment, qui ont permis... Ça c'est sûr, de la collaboration à Vichy aussi, et de la Francisque, ça c'est possible, et c'était ses restes. Mais il y a quelque chose de très amusant. Chevènement m'a expliqué, une fois en aparté, il m'a dit, racontez comment s'est passé le choix entre l'euro-monnaie unique qu'on a pris ou l'euro-monnaie commune. L'euro-monnaie commune, c'est-à-dire qu'il y avait 1 euro pour les transactions internationales, et la France gardait le franc, l'Allemagne gardait le mark, et donc en cas de crise, on pouvait réajuster. Oui, c'est pas... Et c'était en cas de crise, ça permettait de faire des choses et de sauver un peu plus l'industrie et de garder plus de souveraineté. Ce qui est très amusant, c'est que Mitterrand, en fait, s'adresse à Chevènement lui disant quelle est la meilleure chose entre l'euro-monnaie commune ou l'euro-monnaie unique qu'on a eu par la suite. Chevènement lui dit qu'il faut absolument l'euro-monnaie commune pour garder la puissance industrielle de la France et réajuster à la baisse le taux de change si on en a besoin en cas de crise. Et là, Mitterrand se tourne vers Bérégovoy et lui dit « Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'en pensent nos voisins ?» Bérégovoy lui dit « Les Allemands sont pour l'euro-monnaie unique. » Et Mitterrand dit « Eh bien, ce sera l'euro-monnaie unique. » Voyez comment les décisions sont prises avec une légèreté, une inconscience et une certaine irresponsabilité. Donc, auditeurs citoyens qui êtes à l'antenne, pensez toujours avec vous-même, avec votre quant à soi, gardez votre pensée critique, parce que parfois, les politiques vous emmènent dans le mur. Et pour des raisons que nous ignorons d'ailleurs. Alors, on va évidemment, Charles-Henri Gallois, vous allez prendre la parole, mais d'abord, on fait un rapide point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, pour, contre. La table ronde. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Didier Maisto, journaliste indépendant, co-animateur régulier de la ligne droite. Et Didier Maisto a fait la campagne pour le non avec Philippe Seguin. Nous sommes également avec Philippe Murer, ingénieur, auteur en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la Fondation Res Publica sur les scénarios de sortie de l'euro et de ce livre notamment, mais qui est en rupture de stock. Vous pouvez le commander sur le Cercle Aristote, Sortir du capitalisme du désastre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et enfin, nous sommes avec Charles-Henri Gallois, président du mouvement Génération Frexit, auteur de ce livre Les illusions économiques de l'Union européenne aux éditions Fauve. Charles-Henri Gallois, on a commencé à parler de la monnaie notamment. Vous qui avez écrit Les illusions économiques de l'Union européenne, quels sont les ensembles des illusions qui nous ont bercés de Maastricht et qui finalement se sont révélées fausses? En fait, ce que je voudrais déjà noter, comme on fête les 30 ans, et ça m'a étonné parce qu'ils ont souvent un culot assez monstrueux, je m'attendais à voir un tweet d'Emmanuel Macron, de Clément Beaune, peut-être de Nathalie Loiseau, pour célébrer les 30 ans de Maastricht, qui sont quand même la création de l'Union européenne. Et en fait, il y a absolument eu le silence radio, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas assumer tous les mensonges qui ont été proférés à l'époque. Philippe Murer, Didier Maisto en ont dit quelques-uns. Il y avait évidemment l'histoire de l'Europe, c'est la paix, qui est complètement faux. Et on a surtout dit, on a matraqué des arguments économiques à l'époque en nous expliquant que le traité de Maastricht allait révolutionner l'économie française et que ça allait être la prospérité à tous les étages. On nous avait dit qu'il y aurait moins de chômage, plus de croissance. On nous avait dit également qu'il y aurait moins d'aide publique. Et on nous avait dit que la France serait plus puissante face au grand bloc.
La réalité, quand on regarde les chiffres d'un point de vue économique, c'est 30 ans de catastrophes et 30 ans de mensonges. Vous prenez l'indicateur phare, c'est la puissance économique mondiale. En 1992, la France était 4e. On est maintenant en 2022 7e, à 2 doigts de tomber à la 8e place. Et en 2052, ça va aussi dégringoler. C'est le cas d'ailleurs de tous les pays qui font partie de l'Union européenne, comme quoi cette promesse était complètement fausse. Quand on parle de la dette publique, là, c'est à mourir de rire. On avait à peine 450 milliards de dettes publiques en 1992. On est maintenant à 2900 milliards de dettes. Donc, c'est 2450 milliards de dettes en plus. Donc, là aussi, échec total de l'euro là-dessus. Si vous prenez aussi la monnaie, je rappelle quand même ce qu'on dit assez peu. On dit toujours l'euro nous protège. Regardez, l'euro, c'est quand même une monnaie importante. Oui. Si vous prenez les monnaies de réserve des banques centrales, l'euro actuel pèse moins que la somme des devises nationales à l'époque. Donc même ça, en réalité, c'est complètement faux. Et après, les grandes catastrophes, et ça a été évoqué, c'est évidemment la catastrophe au niveau industriel et agricole, parce que c'est pour ça que la France aussi diminue d'un point de vue de la puissance économique mondiale, parce que un pays qui ne fait que du service, il n'a quasiment rien à échanger au niveau mondial. Et l'industrie est fondamentale, puisque normalement, quand vous avez un emploi industriel, vous avez 3 à 4 emplois de services qui sont liés. Et les emplois industriels, en plus, sont mieux rémunérés que les emplois de services qui sont souvent très peu rémunérés. C'est pour ça qu'on a vu une dégringolade de la France. En 1992, on avait 4,2 millions d'emplois industriels, on n'en a plus que 3,1. On a, en à peine 20 ans, la production automobile en France s'est écroulée de 44%. Vous aviez en 1992 1,1 million d'emplois agricoles, vous en avez plus qu'à peine 400 000. Et tout ceci fait que la France tombe à tous les niveaux. On était en 2000 le premier système de santé. On n'est plus que le 17e. La qualité des routes en France en 1992, c'était la première du monde, là aussi. On est tombé à la 18e place. Oui. On voit la mortalité infantile qui remonte. Donc voilà, exactement, on le constate. Vous traversez la frontière, vous allez en Suisse, la qualité des routes est bien meilleure qu'en France. Ce n'est pas le cas il y a 30 ans. Donc on voit une dégradation absolument à tous les niveaux. Et toutes les promesses qui ont été faites par les partisans de Maastricht sont révélées fausses. Et ça, c'est aussi une incidence, et on en parle moins, sur le plan démocratique. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils voient les Français ? Il y a eu Maastricht, et en plus, il y a eu tout un tas de traités postérieurs qui ont retiré la souveraineté à la France et donc les capacités d'action. Et les Français, qu'est-ce qu'ils constatent fondamentalement ? Ils se disent, écoutez, on a voté à gauche avec Mitterrand, on a voté à droite, Chirac, Sarkozy, certains, enfin je dis je me mets pas dedans, on a voté Macron. Finalement, à peu de choses près, dans les grandes lignes, c'est peu ou prou la même politique, puisque toute la politique économique française, politique économique et sociale, est gravée dans le marbre des traités de l'Union européenne, des grandes décisions qui sont prises aussi chaque année par la Commission européenne, et on a l'euro qui est là pour faire force de rappel et nous obliger en réalité à appliquer ces politiques économiques. Et donc on voit l'abstention en fait qui ne cesse de grandir. Alors les Français ont peut-être pas en tête que on a la même politique parce que c'est le cadre de l'Union européenne. Souvent, ils se disent ils sont tous pourris, ils sont tous mauvais. En fait, les hommes politiques, ça sert à rien de voter. Mais la réalité, c'est que c'est le cadre qui oblige ça. Je n'exonère pas la complicité des dirigeants, évidemment. Mais le cadre fait que même quelqu'un qui serait volontariste, si on peut dire, appliquerait la même chose. Et on voit cette abstention qui augmente et on voit surtout que les Français se désintéressent à la politique et c'est quelque part la démocratie qui meurt en même temps que la souveraineté nationale. Et je pense que ces 30 ans et le bilan qu'on est en train de faire devrait être l'occasion d'appeler à quelque chose de positif, pas uniquement se morfondre. Et je pense que quand on voit un tel bilan catastrophique et quand on n'a pas le temps ici, mais on peut énumérer toutes les pertes de souveraineté postérieures, ce qui est fondamental 30 ans après, c'est d'avoir ce débat. Le référendum de Maastricht, c'est le dernier référendum qui a été appliqué en France. Ouais, j'avais 3 ans. C'est bien de le rappeler également. Et depuis, il y a eu un autre référendum, c'était en 2005, j'étais pas en âge de voter, et il a été violé. Donc je pense qu'on devrait avoir un nouveau référendum pour réconcilier les Français avec les démocraties, et cela doit être sur cette question fondamentale de l'Union européenne, un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Vous m'aviez invité à l'époque, en plus il y a un sondage qu'on a commandé à l'IFOP qui montre que 63% des Français sont favorables à un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et d'ailleurs, j'invite tous vos éditeurs à signer la pétition qui pousse pour ce référendum, qui est référendum-ue.org. Mais pardon, Charles-Henri Gallois, mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu naïf de penser qu'aujourd'hui, les politiques d'aujourd'hui iraient faire un référendum qui évidemment, irait contre leur sens ? Écoutez, moi je pense que effectivement, instinctivement, ils ne le feraient pas.
Mais je prends l'exemple du Royaume-Uni, d'ailleurs, qui est intéressant en parallèle, le référendum du Brexit. Parce que vous savez très bien que celui qui a fait le référendum, c'est David Cameron, et David Cameron est un partisan du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et pourquoi il l'a fait ? Parce qu'il y avait une telle pression favorable à ce référendum au Royaume-Uni que, par opportunisme politique, donc c'est par cynisme politique pur, il s'est dit, si je veux gagner, si je veux assurer ma réélection, ma seule façon de le faire, c'est d'inclure ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne dans son programme. Et d'ailleurs, ça a marché. Moi, j'ai tout un tas d'amis britanniques qui n'auraient jamais voté pour David Cameron, qui ont voté pour lui uniquement pour avoir ce référendum. Donc, si on est nombreux à pousser pour cette option-là, s'il y a beaucoup de Français qui signent cette pétition, qui demandent ce référendum, il n'est pas exclu demain qu'un politique français opportuniste se saisisse de cette question. Alors, vous avez évoqué plusieurs sujets qu'on va reprendre évidemment tous ensemble. Évidemment, la dissolution de la démocratie. Et là, il faut également citer Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui décide désormais seule de la livraison d'armes à l'Ukraine ou qui, par SMS, négocie les contrats avec le PDG de Pfizer. Voilà, il faut le rappeler qu'aujourd'hui, en effet, la démocratie française a peut-être perdu un petit peu de sa dorure. Et puis, on va parler de la monnaie aussi. Je voudrais que concrètement, vous nous redonniez des chiffres, Charles-Henri Gallois. Mais pour commencer, puisque c'était le début de votre propos, vous nous disiez... C'est étrange, on n'a rien entendu du côté des pro-européens, pas de fanfare particulière à l'occasion des 30 ans pour dire que c'était vraiment magnifique. Eh bien si, figurez-vous que j'ai trouvé une tribune assez originale, je vais vous en citer quelques extraits, une tribune dans Ouest France, initiée par le mouvement européen France et plusieurs associations pro-européennes, donc elles sont une trentaine environ, qui souhaitent rappeler à l'occasion des 30 ans du oui au traité de Maastricht les grands acquis européens obtenus en 92. Et alors je vous cite des extraits qui sont vraiment sympathiques, plein de d'illusions. La courte victoire du oui, 51%, a non seulement permis, disent-ils, de renforcer l'intégration politique de notre continent après la fin de la guerre froide, mais aussi de poser les bases de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui, capable de faire face, attention, aux défis comme l'invasion russe en Ukraine en tant qu'Européens. Les Européens et les Français sont aujourd'hui très attachés à cette monnaie, la monnaie euro, symbole de l'unité européenne du marché unique et qui rime avec robustesse et solidité. Écoutez bien, ça va, il décline un petit peu. Puis le oui au référendum a aussi permis de renforcer notre sécurité collective dans un monde devenu dangereux. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on était particulièrement en sécurité en ce moment, mais eux en tout cas l'ont noté. Ça nous permet également de financer la livraison d'armes aux Ukrainiens. J'en parlais avec Ursula von der Leyen. La victoire du oui a aussi permis d'ouvrir la voie à une coopération policière et judiciaire essentielle pour faire face aux menaces terroristes. Enfin, grâce à la victoire du oui au référendum, le projet de paix initié par la communauté européenne du charbon, c'est devenu un espace de paix et de sécurité unique au monde. Il faut se réjouir, franchement, je comprends pas. Et alors, dernière, vraiment, c'est leur conclusion. 30 ans après que les Français ont dit oui au traité de Maastricht et à la création de l'Union européenne, mesurons le caractère ô combien précieux de cet engagement politique et démocratique, ainsi que les incertitudes et périls auxquels nous aurait exposé la victoire du non. Rappelons-nous, avec l'un de ses promoteurs, François Mitterrand, que le succès de la France et celui de l'Europe sont indissociables et que le nationalisme, c'est la guerre. Voilà, c'est beau, hein. C'est une propagande en fait quasiment soviétique. Mais oui, c'est comme pour la propagande communiste, c'est le même niveau. C'est la Prada, tout va bien, alors que tout est en train de dégringoler. Tout va bien, nous sommes en sécurité, notre monnaie est forte. Face à ça, vous voyez, Clémence, il faut toujours confronter les choses au réel. Est-ce que l'agriculture va mieux ? Non. On a perdu tous nos paysans. Il faut toujours partir du réel. La France était complètement autosuffisante, mais ça c'est un peu notre histoire et notre géographie, pays de cocagne, avec des vallées, des plaines, des fleuves, la deuxième façade maritime mondiale. On a tout en France, des forêts, plusieurs climats. C'est un pays d'une richesse incroyable. L'agriculture avec la PAC qui est l'organisme le plus corrompu au monde, je pèse mes mots, l'organisme le plus corrompu au monde, a fait disparaître nos paysans. Nous ne sommes même plus en capacité d'autosuffisance alimentaire. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a ? On a de l'élevage intensif avec toutes les maladies cardiovasculaires, etc. Je ne développe pas, qui sont les causes principales de mortalité, de cancer, et les causes principales de mortalité aussi. Et la pollution de la terre et de l'eau, ça va très bien. À l'occasion du Covid. L'industrie, elle a totalement disparu. On est parti dans l'idée que
les Chinois vont travailler pour nous, on va se reposer. Effectivement, Charles Gallois l'a dit, on va faire du service. Et qu'est-ce que ça va être bien? Les machines, les Chinois vont travailler pour nous. Quel que soit le secteur que vous prenez, ça a été une régression. Les députés aujourd'hui ne sont plus que dans un théâtre d'ombre, n'agissent plus sur rien. Ils font des mimiques et de la théâtralisation. En fait, et il n'y a pas beaucoup de différence, malheureusement, entre un député dit de gauche et un député dit de droite, puisqu'ils sont tous dans ce moule maastrichtien européen. Personne aujourd'hui ne veut plus sortir de l'Europe. Et même les plus favorables, c'est cette maladie mentale qui avait atteint Jacques Chirac, qui au départ était contre. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de lui, des espèces de technocrates, costume 3 pièces, tout gris, ils disent « Oh là là, non, si tu peux pas être président de la République si tu es contre l'Europe. » Et c'est comme ça qu'on lui a pollué l'esprit. Et aujourd'hui... La même chose aujourd'hui. Du Rassemblement National, la LFI, en passant... Alors certains disent... Mais comment vous l'expliquez ça, Didier Maistre? On va en parler également avec Philippe Murer. Moi, je pense que c'est... Si vous voulez, Didier a raison, c'est l'opportunisme politique. C'est-à-dire que derrière... Il y a une telle terreur. Non, mais Chirac... Non. Je finis juste là-dessus. Il y a une telle terreur. Vous posez la question. Il y a une telle terreur des médias, une telle terreur ambiante. Il y a des sujets que vous ne pouvez plus aborder. Alors, Didier, je suis pas d'accord avec vous. Didier, je suis pas d'accord. Oui. Donc, on a des gens qui se prétendent chefs, qui veulent être présidents et diriger la France, et qui sont terrorisés par quelques médias, et qui ont peur de le défendre. Excuse-moi, Didier, ce sont des gens qui sont opportunistes et qui manquent de courage. Je te donne un exemple. Mais je suis d'accord, moi. Le Rassemblement National, quand il défend le référendum sur l'Union Européenne et une forme de Frexit en 2017, Marine Le Pen était à 41% dans les sondages de deuxième tour avant son débat catastrophique. Elle abandonne l'Union européenne pour plier aux médias. Et elle montre qu'elle n'a pas de colonne vertébrale. Et d'ailleurs, c'est le moment où moi je pars parce que je n'ai pas envie de trahir et de mentir aux électeurs à longueur de journée. Que se passe-t-il? Elle finit au deuxième tour en 2022 avec 41%. Elle a progressé de rien du tout. Mélenchon aussi était plan A, plan B pour la sortie de l'Union européenne. Voilà, eh bien, il a tout abandonné. Il n'a plus la souveraineté nationale au cœur, de toute manière, et donc ces grands partis d'opposition ont plié les Gaules. Tu as raison. Sur l'Union européenne, sur le Covid, sur la guerre en Ukraine qui est quelque chose de fondamental et les sanctions, ils ne défendent plus rien parce qu'ils ont la trouille, ils ont le courage. Ce ne sont pas des chefs, ce ne sont pas des alternatives possibles. Et là, moi, je dirais la chose suivante. C'est qu'il n'y a que les petits partis souverainistes qui maintenant Mais alors, ils sont où? C'est la question que je posais aussi. Il y a Charles-Henri Gallois, Génération Frexit, mais il y a aussi éclaté Nicolas Dupont-Aignan. Oui, mais quand on pense à 50% à l'époque, c'est 49, pardon. Oui, mais parce qu'il y avait la force de frappe, il y a Florian Philippot d'un côté, il y a François Asselineau, et là-dessus, il faut être clair. Enfin, ça ne fait pas 49%. Ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'on ne vote pas pour les petits partis souverainistes parce qu'ils sont petits et éclatés. S'ils se rassemblent et qu'ils montrent qu'ils ont la France à cœur, qu'ils sont capables de se rassembler, qu'ils sont capables de donner de la force et de l'espoir, là, on peut enclencher une dynamique. Moi, je vois plein de militants qui me disent il faut absolument qu'on se rassemble pour créer une dynamique. Tant qu'on sera éclaté, rien ne sera possible en tant que souverainiste. Mais est-ce qu'une bannière souverainiste suffit également? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Mais la souveraineté est utilisée pour défendre l'identité. C'est un moyen pour défendre l'identité, c'est-à-dire pour arrêter les flux d'immigration et pour résoudre tous nos problèmes, qui sont les problèmes industriels, économiques, sur les problèmes de l'énergie. On peut résoudre tous ces problèmes. Par exemple, le marché européen de l'énergie a été arrêté en Espagne et au Portugal temporairement. Ils divisent par 3 leur prix de l'électricité par rapport à la France, parce que nationalement, ils peuvent prendre des mesures. La souveraineté est un moyen pour aller vers autre chose, mais il faut absolument donner passage obligatoire. Passage obligatoire. Il faut donner de l'espoir en se rassemblant. Ce qu'il faut voir, c'est Didier Maistre, rapidement, parce qu'après Charles-Henri Gallois réagir. Très rapidement, quand on est alors il y a des pays qui ont eu tout intérêt, les anciens pays du bloc de l'Est, etc., ou des pays de l'Europe du Sud qui ont accru leur croissance, qui ont pu développer leurs routes, etc., leur système social et tout. Mais un pays comme la France, qui a toujours donné beaucoup plus que ce qu'elle ne reçoit, et qui a dû abandonner non seulement sa souveraineté, mais aussi tout ce qui faisait son sel et sa richesse et sa croissance. Là, j'ai parlé de l'industrie, de l'agriculture, tous les pans, en fait, on a tout perdu, les transports, l'énergie. J'ai parlé d'agriculture, mais on était complètement indépendants sur le plan énergétique. Et vous avez aujourd'hui une commission européenne, avec tout le prix régulé, etc.,
qui est en train de nous expliquer qu'il va falloir baisser le chauffage et faire preuve de sobriété, alors qu'ils ont massacré l'indépendance énergétique. Donc aujourd'hui, quel est le résultat de l'Union européenne ? C'est-à-dire qu'on achète du gaz de schiste aux Américains, du gaz aux Russes, et on du ouvre charbon, des centrales à charbon. de l'électricité produite au charbon par des Allemands. Alors si c'est ça l'Europe, on ouvre aussi nos propres centrales. Franco-allemand, oui. Mais le moteur, il y avait écrit Mercedes-Benz dessus. C'est ça qu'on n'a pas vu. Charles-Henri Gallois, bon, beaucoup de choses à dire sur la question des souverainistes. On se dit comment, même ces souverainistes qui représentaient 49% du vote à ce moment-là, rappelons-nous, comment ont-ils pu s'affaiblir à ce point aussi ? Pourquoi les autres gaullistes, on va dire, les autres patriotes ont disparu, se sont dilués avec l'Europe ? Première question. Et puis, évidemment, sur les effets de Maastricht, on continue et vous pouvez réagir sur la question énergétique de Didier Maistre. La première question que vous posez, il y a plusieurs dimensions, mais je pense que d'une manière générale, il y a deux problématiques, c'est-à-dire que les gens sont restés dans leur clivage sectaire gauche-droite, donc ils sont repartis chacun dans leur chapelle, et chacun dans leur chapelle, en plus de ça, ils se sont couchés. Mon chevènement, j'en parle même pas, quand on voit maintenant les courbettes qu'il fait Emmanuel Macron, c'est assez pathétique, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais même Philippe Séguin c'est quelque part couché face à Jacques Chirac, a toujours en admiration Jacques Chirac, et a fini lui aussi par se ranger. Finalement, il y a eu qu'une petite tentative entre Charles Pasqua, Philippe de Villiers, mais là ça restait quelque part ancré. Il n'y a pas eu de grande alliance souverainiste, malheureusement. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, il y a deux dimensions pour peser. Il y a évidemment, comme l'a dit Philippe Murer, une dimension d'alliance des souverainistes qui est souhaitable pour peser d'autant plus et qui peut amener, là aussi, comme je le disais, ça ne veut pas forcément dire gagner dès demain, mais d'avoir un pôle souverainiste qui porte notamment ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, et ben, en plus d'actions de type pétition, manifestation et autres, c'est évidemment quelque chose que les dirigeants politiques auront en tête, et il n'est pas exclu là aussi qu'on ait un David Cameron français qui peut être au Rassemblement National, qui peut être à la France Insoumise et ailleurs. On l'a pas remarqué au Rassemblement National. Hein. Non, pas du tout. Je crois que tu rêves un peu, Charles-Henri. Pas aujourd'hui, mais s'ils voient que l'option, comme vous dites, qu'ils agissent par opportunisme politique, s'ils voient que l'option du référendum pèse, d'ailleurs, c'est le cas, 63%, ils n'ont jamais fait 63% de leur vie. Mais s'ils voient concrètement que l'option du référendum pèse, il n'est pas exclu qu'ils se saisissent de cette question-là, en fait. C'est en ce sens qu'il faut tirer de tous côtés. Oui, à l'Alliance des souverainistes, évidemment, j'y suis favorable et je l'ai toujours été. Mais il faut, je pense, pousser cette option-là aussi vis-à-vis des partis dits traditionnels. Et c'est par une force politique puissante qu'on le fera, et c'est aussi par d'autres actions, puisque l'action politique ne se limite pas aux élections, même si elle reste fondamentale. Alors je vois Philippe Murer qui est en train de nous écrire un roman là en ce moment. Alors Philippe Murer, j'ai une question, parce que il y a, ça fait 2 ans maintenant, 1 an et demi, Emmanuel Macron, rappelez-vous, en pleine période de Covid, on a tous réalisé, on a ouvert les yeux, on s'est rendu compte que finalement on ne produisait plus rien en France, que c'était la Chine notre usine principale. Ensuite, aujourd'hui, on se rend compte avec les crises en Ukraine, etc., que nous sommes dépendants de l'énergie extérieure désormais, parce qu'on était quand même, comme le disait Didier Maistre, autonome aussi de ce côté-là. Alors comment, avec toutes ces crises, aujourd'hui, et malgré le discours d'Emmanuel Macron, rappelez-vous, il avait dit qu'on allait revenir... on va produire en France, voilà, parce qu'on n'a plus de masques, on n'a pas de gel hydroalcoolique. Il a même parlé de souveraineté. Mais... Il faut de la souveraineté industrielle. Sauf qu'en fait, qu'a-t-il fait ? Les producteurs de masques ont produit en France, ont fait le job. Il y a plein d'industriels, j'en connais certains. Et in fine, on leur a dit, mais oui, mais on ne fera pas de commande publique réservée aux entreprises françaises, même pour l'hôpital public, même pour les masques, même pour des choses médicales. Ouverture du marché. Parce que c'est interdit par les règles de l'Union européenne. Donc les règles de l'Union européenne empêchent cette possibilité de produire, détruire notre industrie. Ou alors ils détruisent d'une autre manière. Sur le nucléaire, qu'ont-ils fait ? Ils ont fait les tarifs ARENH qui obligent EDF à vendre à perte 20% de son énergie à des concurrents privés. Donc ils ont détruit EDF. Oui, puis ils ont obligé EDF à fermer ses centrales petit à petit. Contrairement à ce que dit Emmanuel Macron. On a quand même la production nucléaire qui a décru de 30% depuis 15 ans. J'ai regardé les chiffres. Et Macron qui ferme le nucléaire et qui ferme Fessenheim et qui ferme 12 centrales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Union européenne lui dit non, le chemin, c'est les énergies renouvelables et pas le nucléaire.
Et donc toutes ces décisions absurdes, toute cette impossibilité d'être autonome, effectivement, vient de l'Union européenne qui nous empêche de produire, qui nous empêche d'être indépendants. Les Français vont ouvrir les yeux, là, avec tout devant cela. la gravité des crises, parce que moi je pense que là on a un déclassement économique, mais qui va passer en effondrement économique, parce que si on aura des pénuries d'énergie cet hiver et d'électricité, et donc on aura des entreprises qui vont faire faillite. On a déjà la moitié des fonderies européennes qui sont en train de fermer. Donc ce projet maastrichtien conduit en fait à l'effondrement économique de l'Europe en même temps que l'effondrement démocratique. Je pense qu'il y a une repolitisation qui est en cours. Le seul problème, chez les Français, je l'entends, le seul problème, c'est qu'on a manque de structures d'accueil pour qu'on ait une force puissante et on utilise la force des gens et avec eux, on puisse changer ce système. Parce que moi, je ne crois pas une seconde dans les partis traditionnels. Un mot pour chacun, Didier Maisto et Charles Gallois pour finir la table ronde. Très rapidement, non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on parle beaucoup d'impérialisme ou de nationalisme. En réalité, les nations qui réussissent, elles sont protectionnistes. On parlait, par exemple, justement des commandes publiques vis-à-vis des masses. C'est très intéressant. Je vais faire un parallèle rapide. Les États-Unis, ils ont le Small Business Act, c'est-à-dire qu'au sein de leur économie, ils préservent une partie des commandes publiques pour les très petites entreprises. Donc ça, nous, on ne le fait pas. Et en plus, à l'extérieur de leur territoire, ils ont justement l'extraterritorialité de leurs droits qui leur permet de prendre contrôle de nos fleurons, avec bien sûr la complicité de notre classe politique, dont Emmanuel Macron, l'affaire Alstom, la douloureuse affaire Alstom, qui nous dépossède non seulement d'un de nos fleurons industriels, mais aussi d'outils stratégiques. C'est pas rien quand on parle de nucléaire pour les sous-marins, par exemple. Bon, bref. Donc, tant qu'on ne défendra pas notre économie avec du protectionnisme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec des barrières douanières, d'où l'importance d'avoir des frontières et une monnaie pour avoir des leviers d'action sur notre économie, en fait, on sera dilué. On est dans un fédéralisme déjà. C'est pour ça que l'Union européenne promeut l'Europe des régions et tous les régionalismes, parce qu'elle veut casser les États-nations et elle y arrive assez bien. Et c'est pour cela que dans une espèce d'expression folle qui est complètement antinomique et dénuée de sens, Emmanuel Macron ne cesse désormais de parler que de souveraineté européenne. Ce qui ne signifie pas grand-chose. Charles Gallois pour conclure. La souveraineté européenne, je vais reprendre votre terme, c'est ni plus ni moins que la disparition de la France. Il n'y a pas de souveraineté européenne, on le voit tous les jours. La solidarité européenne, on va voir ce qu'elle va donner quand il va y avoir justement les coupures de courant. On avait vu en tout cas ce qu'elle avait donné quand il y avait les pénuries de masques. Rappelez-vous les différents vols qui ont lieu. Et en période de crise, c'est souvent là qu'on le voit. En réalité, la seule échelle qui compte, c'est l'échelle nationale. Et c'est à cette échelle qu'on revient pour la simple et bonne raison que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Or, il y a un peuple français. Vous pouvez le fantasmer, le rêver. Il n'y a pas de peuple européen. C'est comme ça. Et d'ailleurs, l'absence de solidarité effective et concrète le montre. On l'a testé, et je pense pendant la crise de la que Covid. le salut ne pourra passer de toute façon que par un retour à la souveraineté nationale, un retour au protectionnisme, comme c'est aussi évoqué par Philippe Murer et Didier Maisto. Donc voilà, on sait très bien de toute façon quelles sont les solutions pour sortir du désastre qui vient, mais malheureusement, le désastre, on voit le mur arriver et nos dirigeants qui appuient à pleine vitesse et qui continuent de nous envoyer dans le mur. Et donc, il va falloir freiner très rapidement et changer de direction. Espérons aussi que ces crises servent à quelque chose. Philippe Murer, vous voulez réagir en une seconde ? C'est vrai que les crises, c'est toujours le moment où il y a un changement majeur. Voilà. C'est dur de garder de changer de logiciel quand depuis 40 ans on a ce logiciel européiste. Mais avec cette crise, je pense que tout se dévoile, toutes les erreurs se dévoilent et le peuple français va pouvoir y aller, quoi. On va pouvoir y aller. On va finir sur cette note positive. Merci beaucoup à vous trois. Philippe Murer, je rappelle, ingénieur, auteur en 2013 avec Jacques Sapir de cette note sur la Fondation Res Publica sur les scénarios de sortie de l'euro. Justement. Et puis de ce livre Sortir du capitalisme du désastre. Là aussi, on y est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci à vous, Charles-Henri Gallois, président du mouvement Génération Frexit et auteur de ce livre Les illusions économiques de l'Union européenne aux éditions Fauve. Et Didier Maisto, journaliste indépendant, qui avait fait la campagne pour le non avec Philippe Séguin. Merci à vous trois. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale.
Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.